Avec nous en ligne, Monsieur Oubi Bouchlaïa, merci d'accepter notre invitation. Diplomate, représentant du Front Polisario auprès des Nations Unies et des organisations internationales à Genève. Vous êtes avec nous en ligne pour répondre à nos questions. Monsieur Oubi Bouchlaïa, je le disais à l'instant, Sidi Mohamed Omar, représentant du Front Polisario auprès des Nations Unies et coordonnateur avec la MINURSO, a affirmé que l'autodétermination reste la seule voie légitime en vertu du droit international. Que faille-t-il aujourd'hui entendre par cette déclaration? Je crois que les choses sont très claires maintenant. Il y a un processus onusien qui est en marche au Sahara occidental depuis 1991. Il y a un accord politique qui a été scellé entre les deux parties sous les auspices des Nations Unies. Bien sûr, le Maroc s'est retiré de la voie référendaire pour la raison qu'on connaît tous, c'est d'être certain d'une perte imminente après une consultation populaire au Sahraoui. Maintenant, je crois que le pari et le défi pour lesquels les Nations Unies, mais aussi les grandes puissances internationales, il faut, pour débloquer la situation, il faut relancer le processus politique, mais dans un contexte avec un objectif très bien déterminé. C'est lui de décoloniser les territoires en conformité avec la Charte des Nations Unies. Une autre option qui s'installe en dehors de ce contexte juridique et historique est condamnée à l'échec, mais en plus, elle mène nulle part, parce qu'il n'y aura pas de solution en dehors de ce cadre. Une solution en dehors de ce cadre, c'est l'équivalent d'une imposition d'un fait accompli sur le peuple du Sahara occidental. Et je crois que le Front Polisario, le peuple sahraoui, a fait preuve d'une flexibilité et d'une volonté à contribuer, à aider et à faciliter la tâche des Nations Unies depuis 1991 jusqu'à aujourd'hui. La preuve en est que les Sahraouis, on a commencé avec un référendum qui était prévu pour 1992 avec des questions seulement qui c'est l'indépendance et l'intégration au Maroc et avec un recensement des votants dans ce référendum qui s'est fait exclusivement sur la base du recensement espagnol. Mais le Front Polisario a fait preuve de positivité et de vouloir contribuer à relancer les choses et débloquer la situation. On a passé de ce référendum jusqu'à accepter le plan Becker en 2003, qui consiste pas seulement dans la deuxième partie qui est l'organisation du référendum, mais on passe par une phase d'autonomie avec des garanties internationales pendant 4 à 5 ans. Et même dans ce référendum, où un nombre important de colons marocains serait aussi recensé pour qu'ils votent dans ce référendum. Le Polisario a fait toutes ces concessions. C'est pour faciliter la tâche des Nations Unies. Mais malheureusement, au niveau du Conseil de sécurité, au lieu d'interpréter ces concessions comme une contribution à la paix au Sahara occidental, c'était interprété peut-être dans une autre forme. Et le Conseil de sécurité, au lieu de s'imposer pour décoloniser le territoire et organiser le référendum qui était la mission centrale et le mandat central de la mission des Nations Unies, il s'est livré pratiquement le Conseil de sécurité à vouloir plaire les prétentions du Maroc et dévier le processus politique de son cours original qui était vers le référendum tout court et maintenant avec le wording qu'on a vu. Il s'agit par ailleurs, Monsieur Oubi Bouchlaïa, d'un manque de volonté politique, n'est-ce pas? Je crois que le problème, bien sûr, c'est le Maroc. Il y a un manque de volonté politique très clair, bien ancré chez les autorités marocaines depuis toujours et jusqu'à maintenant. Mais le problème réside dans l'action ou peut-être même l'inaction du Conseil de sécurité vis-à-vis des obstacles, les entraves imposées par le Maroc. Aujourd'hui, il y a une nouvelle réalité qui s'est créée dans la région, pas seulement au Sahara occidental, mais dans la région de l'Afrique du Nord et le Sahel. Et le Conseil de sécurité, surtout après la rupture du cessez-le-feu, il faut qu'il en tire les leçons, les bonnes leçons, et il agisse en conséquence et relance le processus politique dans le cadre qui a été bien défini par l'ONU et par le Conseil de sécurité lui-même.
Monsieur Oubi Bouchraïa, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes représentant du Front Polisario en Suisse et auprès des Nations Unies et des organisations internationales à Genève. Vous avez évoqué le Conseil de sécurité qui doit agir de façon rapide. Le Conseil de sécurité compte en son sein des pays qui ont le droit de veto et qui ont également des liens politiques, on va dire, avec le Maroc en l'occurrence. Est-ce qu'il vous semble que le frein aujourd'hui, ce n'est pas essentiellement le Conseil de sécurité, mais que le frein réside dans des faits politiques, Monsieur Oubi Bouchraïa, ou dans des alliances politiques en l'occurrence? Malheureusement, et surtout pratiquement depuis le début du conflit jusqu'à maintenant, la lutte du peuple du Sahara occidental était malheureusement inscrite dans des contextes internationaux changeants tout le temps. C'était notre lutte, par exemple, elle était perçue dans le contexte de la guerre froide comme une lutte qui s'inscrit dans cette guerre qui existait entre les deux blocs. Après, maintenant, mais surtout récemment, avec la décision du Maroc de reconnaître Israël, Oui. de joindre les efforts des accords d'Abraham, le Maroc est en train de capitaliser sur les concessions honteuses que le Maroc avait fait pour Israël pour avoir des gains concernant le dossier du Sahara occidental. Les alliés du Maroc au sein du Conseil de sécurité étaient toujours là. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des prises de position qui sont beaucoup plus explicites qu'auparavant, surtout par la France, mais aussi les États-Unis d'Amérique, mais ça demeure toujours des positions unilatérales qui n'ont rien à voir avec les positions de l'Organisation des Nations Unies et les positions multilatérales. Je crois que le point fort de la cause sahraoui, c'est le fait qu'il est très clair, qu'il s'inscrit dans la légalité, et qu'il y a des décisions de partout, de l'ONU, mais aussi de l'Union africaine, là où la race et le Maroc siègent comme de pays à part entière, et même l'Union européenne, et surtout après des décisions historiques de la Cour de justice de l'Union européenne. Je crois que le Maroc essaie de capitaliser sur les alliances et fructifier un peu ses prises de position en solidarité, en partenariat, en reconnaissant Israël. Mais je crois que c'est un pari qui est voué à l'échec et malheureusement, le Maroc a payé trop cher pour pratiquement gagner rien du tout en fin de compte. Monsieur Oubi Bouchraïa, vous avez évoqué la Cour de justice européenne. Vous avez également, dans une précédente déclaration, condamné ce que vous avez décrit comme une tentative d'imposer un fait accompli concernant l'occupation du Sahara occidental impliquant des acteurs économiques européens. Comment expliquer le fait que des décisions de justice soient contournées avec, on va dire, autant de vigueur? Ça, c'est un des points de contradiction principaux de la politique européenne vis-à-vis de son voisinage immédiat, qui est l'Afrique du Nord. Oui. L'Union européenne, qui est une organisation qui se proclame respectueuse du droit international et même du droit européen, et elle est en train de violer sa propre loi d'abord, puisque les décisions de la Cour de justice, c'est la Cour de justice européenne, et c'est juste pour servir un peu l'agenda du Maroc. Le Maroc, après avoir échoué et l'Union européenne avec de convaincre la Cour de justice de l'Union européenne de revenir sur ces décisions, maintenant ils sont en train d'essayer de contourner les décisions avec des initiatives unilatérales, bilatérales, par exemple les billets de route aérienne, des accords aussi avec des acteurs économiques qui viennent pour s'installer au Sahara occidental, l'énergie renouvelable, des boîtes économiques. Donc, c'est de venir au secours du Maroc après les décisions de la Cour de justice européenne, exactement pour impliquer des acteurs internationaux, européens en l'occurrence, pour consolider le fait colonial par le biais économique. C'est ça. Parce que le Maroc aujourd'hui s'élance, mais d'une façon accélérée
dans sa troisième phase d'occupation stratégique du Sahara occidental, qui est la phase d'occupation économique. Il n'y a pas que l'Europe, il y a même des acteurs israéliens qui sont en train de s'installer au Sahara occidental par le biais de contrats signés avec les autorités marocaines. Loin d'être un exploit, ces implantations que vous citiez à l'instant peuvent être considérées comme le résultat d'un échec politique ou l'échec de tentative de faire passer un plan élaboré. C'est une tentative, après avoir échoué d'avoir un changement substantiel dans l'implication de l'ONU pour résoudre le conflit du Sahara occidental, échoué sur le plan africain après l'attachement de l'Union africaine à la race comme membre fondateur, après l'échec sur le front européen avec les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne, le Maroc maintenant essaye de jouer cette carte économique pour avoir des acteurs, les impliquer pour consolider son occupation économique du territoire et essayer d'avoir une certaine légitimité à travers cette implication des acteurs internationaux. Alors, vous avez à cet effet souligné la présence ou en tout cas le fait que des compagnies aériennes opèrent sur le territoire sahraoui et agissent en dehors du droit international. Vous avez mis en garde contre d'éventuelles poursuites judiciaires contre les entreprises européennes si elles poursuivent leur activité dans la région. Il s'agit, dites-vous, monsieur Obi Bouchlaïa, de vols hebdomadaires entre Paris et Dakhla occupé. Et à l'instant, vous nous parliez, monsieur Obi Bouchlaïa, d'entreprises de l'entité sioniste qui aujourd'hui sont implantées dans le Sahara ou sur le territoire du Sahara occidental. Comment agir dans ces conditions, dans le cadre des textes de loi, dans le cadre de la légalité internationale, monsieur Obi Bouchlaïa? Oui, je crois que le Front Polisario, après les récentes décisions de la Cour de justice de l'Union européenne, est beaucoup plus, mieux armé pour attaquer ce genre d'actions qui se font exactement en dehors de la loi. Les compagnies aériennes, surtout Ryanair qui opère à partir de Madrid et Transavia qui opère à partir de Paris, et qui ont une destination qui est Dakhla, oui, la ville sahraoui occupée Dakhla, ils se trouvent aujourd'hui dans le viseur de l'action légale et juridique du Front Polisario, étant le représentant légitime du peuple du Sahara occidental. Mais par ailleurs, monsieur Obi Bouchlaïa, pardonnez-moi, vous avez à cet égard indiqué que cela, en tout cas ce procédé, ravive les doutes juridiques sur le statut du Sahara occidental. Oui, tout à fait, exactement, parce que le statut du Sahara occidental, selon le droit international et selon l'ONU, est un territoire non autonome, en voie de décolonisation, enregistré parmi les 17 territoires à décoloniser, et selon la loi européenne, le Sahara occidental et le Maroc sont des territoires distincts et séparés. Oui. Et la Commission de l'Union européenne, récemment aussi, l'avait confirmé clairement que l'accord d'aviation signé entre le Maroc et l'Union européenne ne peut pas être appliqué au Sahara occidental parce que l'espace aérien n'appartient pas au Maroc. Et après les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne, je crois qu'on est bien placé maintenant pour engager des poursuites judiciaires contre les compagnies aériennes, mais aussi contre les autres compagnies qui essayent de violer les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne et pratiquement aussi porter préjudice à la souveraineté du peuple du Sahara occidental, souveraineté permanente, c'est les ressources naturelles. On est maintenant dans une phase un peu préliminaire dans ce sens. Et on a mis en garde pratiquement toutes ces compagnies et je crois que on a un bon dossier à faire dans ce sens et notre objectif, c'est de faire respecter le droit et la souveraineté permanente de notre peuple sur ces ressources naturelles. Puisque le Maroc, il faut le savoir aussi, le Maroc finance son occupation
au territoire du Sahara occidental par l'exploitation des ressources naturelles de ce territoire. Et je crois qu'une réussite dans ce sens et continuer avec cette dynamique positive pour faire respecter la souveraineté de notre peuple, ça contribue à la neutralisation de ce qu'on appelle l'économie de l'occupation marocaine au Sahara occidental. Cette économie attire avec la colonisation démographique, mais aussi la colonisation militaire du territoire du Sahara occidental. Monsieur Oubi Bouchraya, en ce début d'entretien, vous évoquiez le plan Baker et vous avez dit qu'à l'époque, le Front Polisario était ouvert à toute proposition. Que pensez-vous des récentes propositions, ou en tout cas des récents propos émis par Monsieur Bolos? On a tous écouté les propos du conseiller politique du président Trump. On est à l'attente de sa visite qu'il a annoncée, mais je crois que le cadre pour nous est très clair. Il y a un cadre international bien défini. Il faut rester dans le cadre. Le Front Polisario est prêt à contribuer pour relancer le processus politique dans des négociations directes avec l'occupant marocain, mais le cadre qui est le cadre du droit international et l'objectif qui est l'autodétermination du peuple du Sahara occidental sont des éléments qui ne sont pas négociables pour nous. C'est clair. Monsieur Oubi Bouchraya, représentant du Front Polisario en Suisse et auprès des Nations Unies et des organisations internationales à Genève, merci infiniment d'avoir été avec nous et d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous.